Alors effectivement, moi je suis Géraldine Pignot, je suis urologue, chirurgienne urologue, et j'ai commencé mes études à Lyon. Et puis j'ai passé le concours de l'internat et je suis montée ensuite sur Paris pour faire mon clinica et pour commencer ma carrière de praticien hospitalier à Paris. Alors d'abord à l'hôpital Cochin, ensuite à l'hôpital Bicêtre. En parallèle, j'ai fait pas mal de recherches translationnelles en passant un master 2 et une thèse de sciences sur les questions d'anomalies génétiques et moléculaires concernant les tumeurs de vessie. Et puis cliniquement, je me suis spécialisée dans les cancers urogénitaux et donc je fais de l'urologie oncologique. Et depuis 2015, je suis à l'Institut Paoli Calmette, qui est un centre de lutte contre le cancer du réseau Unicancer. Et donc je ne travaille que sur l'urologie cancéro, et c'est cette sous-spécialité qui m'intéresse tout particulièrement. Alors, j'ai également une deuxième casquette, c'est que je suis présidente d'honneur d'une association que j'ai cofondée en 2020, qui est l'association Donner des ailes à la santé, qui est une association faite de médecins et de membres de direction des établissements de santé autour de la question de l'égalité professionnelle à l'hôpital et de la lutte contre les discriminations genrées et des comportements sexistes qui sont encore très présents à l'hôpital, avec un sondage qu'on fait chaque année, sondage Donner des ailes à la santé, qui est un baromètre qu'on réalise avec l'Institut Ipsos et qui effectivement nous montre chaque année des chiffres assez inquiétants, avec 85% de femmes qui se sont senties discriminées du fait de leur sexe et 80% des femmes qui ont été victimes de comportements sexistes. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur cette question-là et c'est une cause qui m'engage. Complètement, le chemin est encore assez long comme vous le dites si bien et en fait, vous, en tant que chirurgienne urologue, quel changement vous direz que vous avez déjà, constaté dans notre domaine, dans votre expérience jusqu'à présent, qui sont peut-être assez remarquables? Oui, tout à fait. Alors l'urologie, c'est une spécialité, moi, que j'ai choisie parce qu'elle est très médico-chirurgicale. Donc, elle nous permet à la fois de faire de la consultation, du bloc opératoire et c'est une spécialité qui, effectivement, est très ouverte dans la coopération et la collaboration avec d'autres spécialités, notamment les radiothérapeutes et les oncologues, pour ce qui est d'urologie cancérologique. Et c'est cette vision un petit peu complète de la maladie oncologique qui m'intéressait en urologie. Et ça a énormément évolué ces 10 dernières années. Déjà, sur le plan purement chirurgical, on a des techniques, notamment des techniques robot-assistées qui nous permettent de faire de la chirurgie avec des voies d'abord plus mini-invasives qui sont effectivement un vrai progrès pour le patient. Et puis d'autre part, une prise en charge plus globale de la pathologie cancéreuse avec nos collègues radiothérapeutes et oncologues pour vraiment avoir un parcours de soins et une prise en charge de plus en plus personnalisée pour nos patients. Alors l'urologie, ça reste une spécialité qui est assez peu féminisée, à tort, parce que ça se prête très, très bien à un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, puisqu'il y a peu de garde, il y a peu d'urgence, ce sont surtout des interventions réglées et avec un bon équilibre entre les consultations et les blocs opératoires. Mais pour le moment, nous ne sommes que 12% de femmes parmi les urologues en France. Donc effectivement, une faible féminisation de la profession. Ça change beaucoup et ça change parce que aujourd'hui, parmi les internes, on estime qu'on a à peu près 50% de femmes dans ce panel d'internes en formation. Donc, très probablement que dans les 10-15 prochaines années, c'est quelque chose qui va énormément changer. Ce qui ne change pas, par contre, c'est l'accès aux postes à responsabilité, puisque, et ça c'est valable pour tous les métiers médicaux, mais encore plus en chirurgie, encore plus en urologie, on a très peu de femmes professeurs. Et donc aujourd'hui, en 2023, on n'a que 3 femmes PUPH, professeurs d'urologie, dans notre spécialité. C'est peu, et ces 3 femmes ont été dormies ces 2 dernières années. Hein, donc il y a 3 ans, on avait 0 femme professeur. Ce qui montre bien que même si la féminisation de la profession se fait, il y a probablement encore un plafond de verre sur les postes à responsabilité. Et plus particulièrement en chirurgie, où on le sait, les biais genrés sont très importants. Oui, tout à fait et quelque part, en fait, vous qui évoluez dans ce marché, on se posait aussi la question de potentiellement vos prédictions, sur l'avenir de ce marché, potentiellement l'influence, de la médecine de précision, du NGS dans notre industrie. Pour vous, comment vous voyez les défis et les challenges majeurs dans cette industrie, en fait, tout simplement? Alors, la médecine de précision, c'est clairement l'avenir. Moi, je fais de l'urologie cancérologique, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, de m'intéresser sur ces pathologies cancéreuses, à identifier des cibles thérapeutiques et à essayer d'avoir un traitement qui ne soit pas
finalement généraliste pour tous les patients, c'est ça. mais qui soit vraiment, et c'est ce qu'on appelle la pertinence des soins, hein, c'est-à-dire arriver à trouver le bon médicament pour le bon patient au bon moment et arriver finalement à démembrer sa tumeur pour comprendre quelles sont les caractéristiques. Alors des fois, c'est des caractéristiques propres du patient, ses antécédents familiaux, des mutations génétiques éventuelles, et puis les caractéristiques moléculaires de la tumeur, qui peut être plus ou moins agressive, avec des contingents un peu différents, et qui va donc répondre à des traitements différents. Et donc ça, c'est super important d'aller de plus en plus vers le démembrement des tumeurs, l'identification des facteurs de réponse au traitement, pour qu'on puisse avoir cette notion de pharmacodynamique, hein, c'est-à-dire de vraiment suivre l'évolution de la tumeur et d'adapter nos traitements à chaque moment, à chaque évolution de la maladie, pour proposer le bon traitement au bon patient. Donc ça, c'est effectivement un défi majeur dans les années à venir. Je pense que l'avenir est là. Ce qui va être difficile, c'est effectivement de pouvoir le proposer à tous les patients, puisqu'on voit bien qu'il C'est ça, existe déjà aujourd'hui une certaine hétérogénéité en fonction des centres sur le territoire. Et donc, il va c'est falloir ça. effectivement qu'il y ait une volonté politique et des investissements pour pouvoir développer ces plateformes d'analyse et ces stratégies de médecine personnalisée et de précision pour qu'on puisse le proposer au plus grand nombre. C'est ça, pour un but de pouvoir démocratiser, c'est ça, l'accès, à tout le monde, en fait, au final. Exactement, Qui reste exactement. un défi assez important. Heu, Mm. Vous, dans votre fonction actuelle, en fait, les différentes organisations avec lesquelles vous travaillez en ce moment dans ce domaine, quelles sont-elles? Et potentiellement, vous voyez quelle société étant assez leader sur notre marché, en fait? Alors c'est vrai qu'en tant que médecin sur le terrain, nous, on a surtout l'intermédiaire des laboratoires pharmaceutiques qui vont, eux, Mmh. aller solliciter parfois des startups sur ces questions de médecine de précision et notamment d'intelligence artificielle sur la médecine de précision. C'est vrai qu'on échange beaucoup avec AstraZeneca, par exemple, ou avec Roche ou Sanofi sur effectivement ces questions de médecine de précision, avec au sein de ces laboratoires-là des branches qui travaillent là-dessus et qui vont s'aider de startups. Alors on travaille aussi, comme moi je fais partie d'un centre de lutte contre le cancer, on travaille aussi Ça, avec Unicancer et avec certaines biotech, comme par exemple Hawkin, qui est une biotech qui effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, essaye d'identifier des facteurs prédictifs de réponse sur les pathologies cancéreuses. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant pour l'instant plutôt dans le cadre de la recherche, mais qui peut-être à l'avenir deviendra prépondérant dans la prise en charge de nos patients. c'est ça. Ce que vous mentionnez, c'est très, très parlant et sur la question du woman leadership, je me pose aussi la question, selon vous, quels sont peut-être aussi les principaux défis que vous voyez, vous, en tant que femme en minorité, hein, dans votre industrie et peut-être même les obstacles que vous-même avez rencontrés, au sein de votre carrière, en fait, tout simplement, hein? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre que l'enjeu est sociétal. En fait, on évolue C'est ça. dans une société et dans un milieu professionnel qui est régi pour le moment par des règles masculines, hein. Il faut s'en rendre compte. On a essentiellement sur les postes à responsabilité des hommes. C'est très vrai dans le milieu médical, mais c'est aussi vrai dans le milieu de l'industrie. Alors, on s'en rend un petit peu moins compte dans certaines industries parce il y a eu des mesures de quotas qui font qu'il y a des femmes dans les comex ou dans les conseils d'administration. Mais si on regarde vraiment les postes directeurs, de président, de directeur, directrice, et ben finalement, les femmes représentent moins de 15% de ces postes phares au sein des industries. Et donc, c'est très difficile, notamment pour les jeunes générations, d'avoir des rôles modèles et de se projeter en se disant que finalement, ces postes à responsabilité sont accessibles. Et c'est de là qu'est née l'association Donner des ailes à la santé. C'est d'un échange qu'on a eu entre l'industrie et le milieu médical, en se rendant compte que finalement les problématiques étaient les mêmes sur ces questions d'accès aux postes à responsabilité et qu'il fallait travailler sur le leadership, aussi sur le mentorat, sur l'accompagnement pour essayer de lutter contre ces biais inconscients qui fait que finalement on recrute des hommes par des hommes et dans une industrie qui est pour l'instant pensée pour les hommes et qu'il faut qu'on ait tout un cheminement inverse pour essayer justement, même si au départ on passe par les quotas et que ça peut sembler effectivement un peu grossier, finalement l'idée c'est d'apporter plus d'équité, plus d'équilibre au sein des instances directrices et ça c'est extrêmement important. Et c'est très important parce que les femmes ont malheureusement un gros syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression de se sentir illégitimes
pour une tâche qui C'est leur est ça. donnée, alors qu'elles en ont les compétences. Mmh. Et donc, il faut vraiment travailler sur l'accompagnement des carrières, sur la revalorisation des compétences de ces femmes. Alors, moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai eu assez peu d'obstacles, mais finalement, j'ai pas été spécialement aidée. Peut-être ce qui m'aurait aidée, c'est d'avoir un réseau, d'avoir un collectif, d'avoir Mmh. cette force d'avancer ensemble pour un objectif donné qui est effectivement de féminiser les comités de réflexion et de direction. Et on le sait bien, la féminisation et la diversité en général enrichit toujours le groupe parce qu'elle apporte Eh d'autres oui. points de vue, d'autres façons de voir les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir confronter les points de vue, d'avoir des approches en termes de sensibilité qui parfois vont être différentes et vont donc peut-être amener à des prises de décision un peu différentes. C'est ça, oui, tout à fait. Ben, ensemble, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, en tout cas avancer beaucoup mieux, c'est ça? C'est ça, Donc il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on peut avancer de ça fait manière cela. individuelle, mais il ne faut pas oublier que s'il y a un effort collectif, eh bien, ces causes, notamment d'équité, de diversité au sein des entreprises et de l'hôpital, vont avancer plus vite. Totalement, totalement. Et selon vous, en fait, comment encourager davantage de femmes là, à envisager peut-être une carrière justement dans la biotechnologie? Comme vous le disiez, potentiellement, il y a peut-être des personnes qui sont freinées par cette idée-là, et c'est vrai qu'elles ont peut-être besoin de cet encouragement, quelque part, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a parlé de la notion de rôle modèle, le fait d'avoir effectivement, pour les jeunes générations qui arrivent dans le milieu de la biotech ou dans les milieux médicaux, de pouvoir s'identifier à une femme qui a réussi dans le domaine, c'est quelque chose d'important. Ça va ouvrir le champ des possibles. Et c'est très important de donner de la visibilité aux femmes qui sont déjà en place au sein de l'entreprise, au sein de l'hôpital, pour montrer que c'est faisable et pour générer une dynamique. Et finalement, il faut développer ces moments d'échange, ces moments d'empowerment au féminin, de mentorat même, pour pouvoir accompagner les jeunes générations. Enfin, Et aujourd'hui, ça se réfléchit, par exemple, pour l'hôpital, il y a des programmes qui concernent toute la fonction publique, dont la fonction publique hospitalière, qui sont proposés par le ministère, un programme qui s'appelle Talentueuse, par exemple. Et ce programme permet aux mmh. femmes qui sont intéressées de s'inscrire pour être coachées et pour être mentorées en vue d'accéder à un poste à responsabilité. Ça. Donc davantage, je pense, encourager davantage de personnes à pouvoir aussi s'inscrire peut-être dans des formations, en tout cas, visualiser cela pour permettre de voir que c'est possible, tout simplement, en fait. Exactement. Et pour les femmes qui sont déjà en place, ne pas hésiter à aller solliciter des jeunes femmes qu'on pense être compétentes parce que spontanément, elles ne vont pas aller postuler au poste ou elles ne vont pas se proposer du fait C'est de ce ça, syndrome de l'imposteur et de ce manque de légitimité. Donc, il faut aller les chercher. C'est un peu notre devoir. c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et vous-même, Géraldine, vous avez eu des femmes mentors peut-être, ou des personnes mentors qui ont pu vous inspirer dans votre carrière, en fait? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la médecine et que j'ai choisi la chirurgie urologique, j'avais très, très peu de femmes autour de moi. Donc, j'ai d'abord eu beaucoup de mentors masculins et j'ai eu la Mmh. chance d'être entourée d'hommes extrêmement bienveillants qui m'ont aidée dans ma carrière, qui n'ont pas tenu compte effectivement de cette notion de genre et qui m'ont beaucoup apporté en termes d'accompagnement professionnel. Il y a deux femmes qui ont marqué ma carrière. La première, c'est une chirurgienne urologue qui s'appelle Delphine Amselem Ouazana, qui est urologue et qui était ma chef de clinique à Cochin à l'époque où j'étais jeune interne et où je commençais à m'intéresser à l'urologie et qui m'a vraiment montré à quel point c'était possible quand on est une femme de choisir cette spécialité qui est parfois un petit peu connotée parce qu'on s'occupe quand même de la prostate, des organes génitaux externes Bien sûr. des hommes et donc parfois ça peut sembler un petit peu perturbant. En fait, ça l'est pas du tout. Et effectivement, elle m'a montré que c'était une chirurgie fine et qui s'adaptait parfaitement à ce que les femmes pouvaient faire. Donc ça a été pour moi un premier modèle. Le deuxième modèle, il n'est pas dans le milieu médical, il est dans le milieu de l'industrie justement. C'est Emmanuel Quiles, qui était à l'époque PDG de Janssen France et que j'ai rencontré à l'occasion d'un congrès médical qui voulait absolument me rencontrer et qui m'a fait remarquer que j'étais la seule femme urologue dans ce congrès avec 50 hommes qui étaient partis à ce congrès en même temps que moi. Et effectivement, j'avais banalisé le fait d'être un peu toute seule
avec des collègues en congrès ou sur des présentations. Et je ne me suis pas rendu compte que la plupart de mes collègues féminines étaient restées en dessous et n'avaient pas cette chance-là. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que à l'hôpital, on a effectivement beaucoup de travail à faire et que ce travail il avait déjà été probablement initié quelques années en avance dans l'industrie pharmaceutique et qu'il fallait s'inspirer de ce qui avait été fait pour le transposer à l'hôpital, essayer d'avancer sur ces questions d'égalité professionnelle, d'empowerment et de mentorat. Tout à fait, tout à fait. Et Géraldine, vous semblez être impliquée dans énormément de projets. Comment, au final, vous pensez trouver un équilibre entre le travail qui a l'air d'être complètement votre passion et votre vie personnelle, en fait, au final? Alors, c'est vrai que je réfléchis pas trop en termes d'équilibre vie pro, vie perso parce que pour moi, ça me semble assez évident. Dans tous les cas, on va trouver un équilibre. Et chaque personne va finalement mettre son niveau d'équilibre à l'endroit où ça va lui sembler correct. Moi, ce qui est certain, c'est que j'ai jamais voulu faire de compromis par rapport aux choses que j'ai envie de faire. Donc, si un poste m'intéresse ou si un projet m'intéresse, je m'interdis de dire non pour des raisons de manque de temps, de manque de disponibilité pour ma famille, parce que si ça m'intéresse, je pense qu'il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas se dire que on va pénaliser en parallèle sa vie de famille, parce qu'en fait, c'est jamais le cas. Les femmes ne pénalisent pas leur vie de famille à aucun moment, et les femmes ont une force incroyable, c'est qu'elles ont la capacité de mener plusieurs vies en parallèle. Bien souvent, ce sont des femmes, des mères de famille, des professionnels accomplis ou des sportives accomplies, et donc elles ont cette capacité de charge mentale. Alors effectivement, poussée à l'extrême, il ne faut pas aller jusqu'au burn-out, mais elles ont cette capacité de pouvoir mener de front plusieurs choses. Et puis, il ne faut pas oublier que ça fait des siècles et des siècles que les hommes ont une vie professionnelle et une vie personnelle accomplie et qu'on ne leur a jamais reproché de mener les deux. Et il faut arrêter de culpabiliser les femmes avec cette impression qu'on ne va pas pouvoir faire les deux en même temps. Si, on va pouvoir le faire, on le fait déjà, et il faut surtout ne pas sacrifier l'une pour l'autre de ses vies personnelles ou professionnelles, et simplement trouver un épanouissement. Et chacun, de manière intrinsèque, finalement, connaît ses limites et sait trouver cet équilibre. Donc, il faut vraiment sortir des stéréotypes de genre. Les femmes peuvent y arriver aussi bien que les hommes, et cet équilibre, on va tous réussir à le trouver. Tout à fait, tout à fait. Chacun son équilibre au final. Non, ça fait totalement sens. Et pour finir, en fait, quelque part, Géraldine, quel conseil personnel que vous pouvez donner à des jeunes femmes peut-être qui spécifiquement ont envie de mener une carrière, peut-être comme la vôtre, et en tout cas, qui ont envie de rentrer dans ce domaine de la biotech, et quel type de conseil vous pensez qui pourrait être assez intéressante pour elles, quelque part, en début de carrière? Alors, c'est vrai que déjà, je leur dirais d'avoir confiance en elles, de croire en leurs rêves et d'aller au bout de leurs rêves. Ça, c'est très important. Elles ont la chance d'arriver dans un contexte sociétal et professionnel où on va leur donner les moyens de réussir, et il faut qu'elles prennent cette place-là, qu'elles se fassent confiance et qu'elles avancent. Le deuxième conseil, ce serait de rester intègre et de rester fidèle à leurs valeurs. Et ça, c'est très important parce que la féminisation des postes de direction va apporter énormément au groupe et la diversité en général, parce que ça va leur apporter cette vision un petit peu plus empathique, un petit peu plus ouverte, en tout cas une plus ouverture d'esprit. Et c'est ce profil un peu féminin qui finalement va apporter énormément au groupe. Donc il faut garder ces valeurs-là. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle du covering, c'est-à-dire essayer de ressembler à tout prix à nos collègues masculins. Justement, c'est cette spécificité en tant que femme qu'on va apporter et qu'il faut savoir préserver. Et puis la Tout à dernière chose, fait. c'est effectivement de ne pas laisser passer le moindre comportement de discrimination ou sexiste, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur des politiques de tolérance zéro, que ce soit dans les industries ou à l'hôpital. Et il faut savoir dire stop, dénoncer ce type de comportement et éviter que ça ne perdure pour nos plus jeunes générations. Mais j'ai une grande confiance dans les jeunes générations. Je pense qu'elles sont beaucoup plus courageuses qu'on ne l'a été. Probablement que les mouvements de libération de la parole, comme MeToo par exemple, ont beaucoup aidé. Elles se rendent compte de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal. Elles ne banalisent pas les comportements anormaux. Elles savent dire ce qu'elles pensent. Elles s'engagent sur des valeurs qui donnent du sens au travail. Et donc, j'ai une grande confiance. Je pense que avec les jeunes générations, hommes et femmes, eh bien, on va aller vers davantage de qualité de vie, de bien-être au travail, et l'égalité professionnelle en fait partie. Le message est tout à fait positif. Un grand merci pour votre temps et tous ces conseils, par rapport au women leadership et votre expérience également, Géraldine. Un grand Un grand merci merci. encore.
Merci à Merci vous. beaucoup. Merci, Au revoir. merci.